Moi, je suis le médecin en chef Sylvain Ossé. Je ne suis pas chirurgien, je suis anesthésiste réanimateur, mais militaire, ça se voit un petit peu. C'est pour cela que je vais donc vous présenter le concept de Damage Control Resuscitation. Effectivement, excusez-moi pour cet anglicisme, mais c'est ainsi qu'il est maintenant diffusé à nos jeunes confrères, ce qui dans l'armée ne pose pas trop de soucis, puisque nous faisons maintenant partie de l'OTAN et nous exprimons tous en anglais. Donc nous allons voir rapidement les bases physiopathologiques, l'historique, l'émergence du concept et l'appropriation du concept par les praticiens, ses principes et son indication, et faire un petit peu d'evidence-based medicine en nous penchant sur les arguments factuels d'efficacité ou non-efficacité. Et enfin, nous allons consacrer un chapitre qui sera court, mais je pense déterminant, sur sa mise en œuvre réelle. En ce qui concerne son historique, elle est chirurgicale. Avant que les réanimateurs ne songent à stabiliser le patient, avant de lui faire bénéficier de soins définitifs, des collègues chirurgiens, je pense pas en une seule fois, mais petit à petit, ont fait maturer une réflexion qui a été popularisée par le docteur Rotondo, américain, en 1993, qui a diffusé largement le concept de laparotomie écourtée, pour lesquels on faisait des gestes de sauvetage vitaux aux patients avant de les faire retourner en réanimation pour une stabilisation, une réparation chirurgicale définitive. La validation du concept reposait sur ce qu'on appellerait maintenant en qualité une démarche avant-après, dans laquelle on introduit le concept et on regarde la performance que l'on avait avant, l'indicateur étant la mortalité, et on le compare avec l'indicateur, avec la performance que l'on a après, l'indicateur était toujours la mortalité. Le nombre de patients est petit, mais il ne faut pas s'en étonner dans un tel contexte. Ce n'est pas tous les jours que l'on a un patient ou des séries de patients qui a 8 chances sur 10 de mourir sur la table d'opération ou dans les suites immédiates, même aux États-Unis. Le concept chirurgical en lui-même a été démonté, examiné, repris, testé par d'autres, avec généralement pas mal de succès. Et sa physiopathologie a été décrite par Moore et ses confrères comme étant la description d'un patient qui a besoin d'être opéré pour être sauvé, qui peut et doit être sauvé par la chirurgie, mais qui peut être tué par la chirurgie si celle-là se poursuit trop longtemps et vers des buts futiles en regard du pronostic vital. Et il a introduit le concept de triade létale dont le primum movens est l'hémorragie. Il s'agit toujours dans ces séries de patients extrêmement hémorragiques qui saignent énormément et qui ont donc un choc hémorragique avec des défaillances d'organes qui vont apparaître rapidement et qui sont annoncées par une acidose qui entretient le choc, une acidose qui est entretenue par l'hypothermie due à l'exposition des viscères chirurgicaux, due au liquide de remplissage que lui administre le réanimateur, due au concentré globulaire à 4 degrés centigrades, et l'hypothermie entretient le choc entretient l'hypothermie, le choc entretient l'hémorragie au travers de troubles de coagulation, et il apparaît bientôt un cercle vicieux, irrémédiable, si jamais on ne l'a pas interrompu précocement, en écourtant le geste, en se concentrant sur les données totalement vitales, et en remettant à plus tard la réparation définitive des dommages chirurgicaux. Ces patients qui sont en triade létale sont identifiables. Dans les séries rétrospectives, ce sont des patients qui sont hypothermes, pas grandement hypothermes, discrètement hypothermes, 34 degrés centigrades. Il suffit de perdre 1 degré centigrade pour voir ces temps de coagulation diminuer de 10%. Ils sont acides avec des signes de choc, des lactates élevés, un pH inférieur à 7,2, et enfin, ils ont une coagulopathie. Partant de là, le principe du Damage Control Resuscitation consiste, tout au moins sur un plan théorique, à lutter contre chacun des éléments de cette triade létale. En y luttant sur un plan mécanique et chirurgical, le chirurgien doit réaliser prioritairement un contrôle rapide des hémorragies. Le réanimateur doit l'aider en cela, en ne faisant pas délibérément monter la pression artérielle de son patient. Plus il y a de pression dans les tuyaux, plus ça saigne, afin de diminuer l'hémorragie. Et pour diminuer l'hémorragie, rapidement, il est apparu au réanimateur comme au chirurgien qu'il fallait pour cela aider le patient. L'aider en utilisant des agents hémostatiques, nous reviendrons dessus dans quelques diapositives, en évitant une hémodilution, c'est-à-dire en donnant la priorité aux produits sanguins
et si possible aux produits sanguins qui contiennent des produits de coagulation. Enfin, des thérapeutiques accessoires mais extrêmement importantes doivent également faire partie de la démarche qualité avec un traitement de l'hypothermie, ce qui peut paraître extrêmement simple à dire, mais ce qui est, je vous le garantis, extrêmement difficile à réaliser lorsque les viscères sont exposés et qu'il faut remplir abondamment le patient. Traiter l'acidose, par sa cause bien sûr, et traiter l'hypocalcémie liée au choc, mais hypocalcémie liée également à la chélation du calcium par le citrate utilisé comme anticoagulant dans les concentrés globulaires. Donc finalement, ces quelques principes physiopathologiques ou de bon sens, appelez-les comme vous voulez, constituent les bases, les principes de la réanimation de damage control ou du damage control resuscitation, si vous me permettez cet anglicisme. Ces indications peuvent être portées aussi bien par le chirurgien dans la colonne de droite que par le réanimateur dans la colonne de gauche. Et les deux porteront la même conclusion au même moment, c'est-à-dire à l'arrivée du patient aux urgences. Le chirurgien, en constatant des plaies inaccessibles à l'hémostase chirurgicale, souvent des plaies veineuses saignant en nappe, se rendant compte que son projet chirurgical est trop long ou trop complexe pour être mené totalement à bien, bref, que la chirurgie n'est pas réalisable en un temps. Le réanimateur, il reconnaîtra les éléments de la triade létale que nous avons vus précédemment. Les principes sont donc simples. Fonctionnent-ils? Eh bien, ces données établies sont restées pendant un temps assez théoriques, jusqu'à ce qu'une énorme cohorte de patients en choc hémorragique survienne dans la littérature. C'était des blessés de guerre. Et l'analyse rétrospective de ces blessés de guerre en Irak, donc disposant d'un registre informatique moderne, montrait une énorme différence de mortalité entre les patients selon qu'ils avaient reçu un peu, beaucoup ou énormément de produits de coagulation, c'est-à-dire du plasma et des plaquettes. À la suite de ça, tous ceux qui disposaient de registres de traumatologie se sont livrés à des études, la plupart du temps rétrospectives, et ces dernières années, j'ai compté 26 études de cohorte en traumatologie, beaucoup en chirurgie de guerre, mais également en chirurgie de paix. La plupart sont en faveur de l'utilisation d'un haut ratio de produits de coagulation lorsque beaucoup de transfusions sont nécessaires. De manière arbitraire, dans la littérature, on définit une transfusion massive comme la nécessité de passer 10 concentrés globulaires en 24 heures ou comme la nécessité de passer plus de 4 concentrés globulaires en 1 heure, si on veut reconnaître ça précocement. Grosso modo, je vous ai mis une courbe de survie d'une de ces études, mais toutes racontent la même chose. La plupart des patients traités traditionnellement reçoivent essentiellement des globules rouges et leur pronostic, que ce soit à 30 jours ou à 24 heures, est effroyable. En contrepartie, si l'on considère ceux qui ont reçu beaucoup de plaquettes et beaucoup de plasma, leur pronostic est bien meilleur. On peut améliorer leur pronostic soit en leur donnant beaucoup de plaquettes, soit en leur donnant beaucoup de plasma, mais en tout état de cause, la meilleure des solutions semble être de donner à la fois beaucoup de plaquettes et beaucoup de plasma. Bien sûr, ces études rétrospectives ont un biais considérable. Le plasma, dans la plupart des pays, est disponible sous forme de plasma congelé. Il faut entre 35 minutes et 1 heure pour décongeler le plasma. Donc on peut imaginer qu'il y a un biais de survie, et donc que les patients de la courbe du haut n'aient pas survécu parce qu'ils ont reçu du plasma, mais ont reçu du plasma parce qu'ils avaient survécu au-delà d'1 heure. Ce biais de survie a beaucoup agité le monde chirurgical scientifique ces dernières années. On peut l'écarter de 2 manières, soit en considérant les études avant-après. Ce n'est pas du randomisé contrôlé, mais néanmoins, à l'instar de Rotondo, on introduit une politique de damage control, ici du damage control resuscitation, généralement toujours standardisé sur le plan chirurgical. On regarde quelle est la mortalité avant et on voit quelle est la mortalité après. Là encore, des petites séries, on reviendra sur cette question. Mais le principal argument vient, à mon avis, d'une énorme série venant d'un très très bon registre nord-américain. Il s'agit de l'unique Trauma Center du Maryland, un Trauma Center recevant 5000 traumatisés par an, dont 800 plaies par arme à feu et 400 plaies par arme blanche. Vous voyez quand même au passage que sur ces 5000 par an, là il s'agit de 10 ans d'études de cohorte. Des patients qui vont mourir à l'instant et qui justifient de cette thérapeutique, il n'y en a quand même pas tellement. Mais néanmoins, lorsque l'on analyse ces patients non plus en 2 groupes, gros ratio et petit ratio, mais heure par heure, en regardant, si on considère que le bon ratio c'est un plasma pour un concentré de globules rouges, on regarde heure par heure quel est leur déficit en plasma. Et on s'aperçoit
que ceux qui vont mourir sont ceux qui n'ont pas eu beaucoup de plasma d'emblée lors de l'arrivée. Ceci suggère deux choses. Premièrement, que le biais de survie n'est pas valide, puisque lorsque l'on considère dès l'arrivée le devenir de ces patients, avant que les patients meurent de choc hémorragique, eh bien, il y a déjà une différence. La deuxième chose, c'est qu'il faut donner précocement des produits de coagulation. Ce registre est intéressant à bien un titre. D'abord, beaucoup de patients. Ensuite, cette notion de déficit heure par heure que vous voyez surligné en jaune, avec un impact en termes de mortalité, qu'il s'agisse de mortalité à 30 jours ou de mortalité à 24 heures. Mais surtout, dans ce registre-ci, la notion de ratio n'est plus retrouvée statistiquement parlant. Ce qui veut bien dire que le damage control resuscitation marche et que le damage control resuscitation doit être exercé très précocement. Alors, ce n'est pas très facile. Ce n'est pas très facile de s'organiser pour avoir du plasma en très peu de temps. Peut-être que les plus anciens d'entre vous se souviennent de cette époque où on avait du plasma lyophilisé. C'était pas très compliqué, c'était un plasma de poule, et là, il n'y avait pas d'histoire de décongélation, de bain-marie, etc. On rajoutait un peu d'eau, et en 3 minutes, c'était disponible. Je ne peux pas m'empêcher de pousser un petit cocorico, puisque c'est ce que nous utilisons en temps de guerre. L'armée française produit son propre plasma lyophilisé. Il a été adopté récemment par les forces spéciales américaines, et il nous permet d'obtenir en temps de guerre un produit de coagulation, même avant les globules rouges. Il est reconstituable, même par le plus maladroit des opérateurs, en moins de 3 minutes. Deuxième question, les plaquettes. Vous vous rappelez sans doute de ma première courbe de Kaplan-Meier, montrant que donner des plaquettes aux patients leur fait du bien, surtout en présence de plasma. Là encore, les données de l'armée américaine sur une énorme cohorte, vous voyez, là on n'est plus du tout dans les cohortes civiles. À la guerre, ça saigne, et ça saigne plus que dans les rues américaines, Dieu merci. Lorsque l'on identifie les patients qui ont bénéficié d'une transfusion de plaquettes sous forme de sang total ou alors sous forme de plaquettes de banque, on s'aperçoit que ceux qui ont eu un haut ratio plaquettes sur plasma ont un bien meilleur pronostic que ceux qui ont eu un bas ratio, que l'on parle de survie à 24 heures ou de survie à 30 jours. Disposer de plaquettes, c'est aussi compliqué. C'est relativement simple au centre de Paris, dans un centre hospitalo-universitaire. C'est beaucoup plus difficile dans des centres hospitaliers isolés. C'est franchement difficile pour les militaires ou pour les Iliens. Différentes solutions sont possibles, des plaquettes congelées, mauvaise qualité, des plaquettes de banque, il faut se faire approvisionner régulièrement, ou de la ferraille sur le théâtre. Il faut une grosse logistique. L'armée française, elle a fait le choix, pour le damage control resuscitation, d'utiliser du sang total, basé sur ces retours d'expérience américains, beaucoup de blessés, montrant que les patients qui avaient eu du damage control resuscitation par petits bouts, des globules rouges, du plasma et des plaquettes de banque, représentées sur la courbe du bas, avaient un moins bon pronostic que ceux qui avaient été réanimés avec du sang total, moins de volume, moins de conservateurs, des globules rouges jeunes et un sang entre 20 et 37 degrés selon le moment où on l'a prélevé. Ce sont des recommandations que nous avons émises dans les années 2008, au moment où nous avions seulement ces données. Par la suite, il nous a été confirmé par le retour d'expérience américain que lorsqu'on considérait les patients qui avaient reçu des plaquettes et seulement des plaquettes, il n'y avait pas de différence entre les plaquettes d'aphérèse. Eux, les Américains, ont la possibilité de réaliser de l'aphérèse plasmatique sur le théâtre, et ceux qui reçoivent des plaquettes sous forme de sang frais total. Nous restons donc fidèles à notre stratégie, qui n'est pas quelque chose qu'on a inventé sur un coin de table. Il s'agit d'un document officiel, réfléchi, qui a été soumis peut-être à certains d'entre vous en 2008, en tout cas à l'Agence française du médicament, à la Haute Autorité de Santé et à l'Académie de médecine. Alors est-ce qu'on y arrive et est-ce qu'on le fait? Pour répondre au général de Saint-Julien, est-ce que c'est une nouveauté, le damage control? Non, ce n'est pas une nouveauté sur le concept. Effectivement, Dominique Larrey nous disait déjà de le faire. C'est malgré tout une nouveauté lorsqu'on vous le dit que c'est bien, vous le pouvez, et ça sort dans la presse médicale. Voici les consommations de plasma et de sang total de nos antennes chirurgicales en Afghanistan au fil du temps. Alors certes, ici, c'est le moment où la politique française change et où on combat plus. Mais néanmoins, on ne traitait pas que des blessés français auparavant. Ici, en 2009, c'est le moment de la diffusion
des recommandations concernant la transfusion en opération extérieure. Et on voit bien que la diffusion du concept permet de modifier les pratiques avec une explosion de la consommation de plasma et de la consommation de sang total. Et ceci nous permet d'obtenir les objectifs qui sont jugés comme des objectifs bons pour le patient, qui sont l'obtention d'un ratio 1/1. Vous voyez sur ces boîtes de Tuckey représentées patient par patient les ratios obtenus lors du damage control resuscitation. Et on voit que, grosso modo, on réussit à avoir un ratio plasma sur globule rouge compris entre 0,5 et 1,4, c'est-à-dire ce que recommande la littérature pour le damage control resuscitation. Un mot sur les facteurs hémostatiques. L'un d'entre eux, extraordinairement cher, avait bénéficié d'une aura médiatique très très importante. Il s'agit du Novo7, initialement conçu pour les hémophiliques. Nous l'avons beaucoup utilisé en Afghanistan. Les Américains l'ont beaucoup utilisé aussi. Il était censé faire des miracles. On s'aperçoit que sur des grandes cohortes, il n'existe pas de plus grandes cohortes en milieu civil, qu'il n'y a pas de différence, même en utilisant des méthodologies statistiques compliquées comme les scores de propension, entre les patients qui ont reçu du Novo7 et les patients qui n'ont pas reçu du Novo7. Une ampoule de Novo7, c'est grosso modo ma solde mensuelle pour un médicament qui ne marche pas. Ça me paraît extrêmement cher. En temps de paix de l'evidence-based medicine, une très très belle étude randomisée contrôlée, 100 millions de dollars, c'est une étude qui peut marcher à ce prix-là, qui grosso modo montre qu'il n'y a pas de différence entre le groupe ayant reçu du Novo7 et le groupe n'ayant pas reçu de Novo7. Par contre, c'est une étude qui rendait obligatoire pour chacun de ces centres, pour inclure les patients, la mise en œuvre d'un protocole de damage control resuscitation. On est bien dans l'evidence-based medicine, c'est-à-dire je mets en place un protocole et je vois s'il marche. Et s'il n'y a pas de différence significative entre a reçu du Novo7 et n'a pas reçu de Novo7, par contre, d'un centre à l'autre, qu'il s'agisse de mortalité à 24 heures ou de mortalité à 90 jours, eh bien, il y a des différences de mortalité absolument faramineuses. On ne va pas faire le tour des pays qui sont listés en dessous pour jeter la pierre sur l'un ou l'autre, mais ce qui ressort en analyse multivariée, c'est que finalement, si le Novo7 n'avait pas d'impact sur le devenir du patient, par contre, la compliance aux règles, la discipline, dirait le militaire qui sommeille pas si loin que ça en moi, eh bien, est associée avec un très très fort odds ratio, avec la survie à 24 heures et à 30 jours du patient. Et même on s'aperçoit que lorsque, dans cette analyse multivariée, on rentre des éléments aussi forts que l'intensité du choc représentée par les lactates, la localisation de la blessure ou la nécessité transfusionnelle, eh bien, on obtient des risques relatifs comparables aux pratiques. Donc la pratique de celui qui est à la tête du patient, comme celui qui est derrière le bistouri, compte finalement plus que la nature du produit que l'on va injecter. D'autres produits hémostatiques, beaucoup moins coûteux, eux, fonctionnent très très bien. C'est le cas de ce bon vieil Hexacil, qui doit valoir 10 centimes d'euros l'ampoule, qui a été testé par une très très belle étude randomisée contrôlée, qui montre que particulièrement lorsqu'il est injecté lors des premières heures lors du traumatisme, il diminue de manière modeste, mais il diminue de manière certaine la mortalité chez nos patients. Voilà donc exposé en quelques minutes les principes du damage control resuscitation. Vous voyez, ce n'est pas très très compliqué. Ce n'est pas très très compliqué, de la même manière que si je voulais vous expliquer les principes du rugby, je pourrais le faire en 5 minutes et je pourrais faire un exposé très complet en 1 demi-heure. Ce n'est pas pour autant qu'on serait capable de disputer un match du top 14. Ce que je veux vous dire par là, et ce que je voulais dire par les diapositives précédentes concernant les pratiques, le défi principal dans la mise en œuvre du damage control resuscitation n'est pas à l'assimilation des pratiques, mais elle réside dans la capacité à faire face à une gestion de crise. Vous voyez en arrière-plan l'accueil de 2 blessés graves à l'hôpital militaire de campagne de Kaboul. Vous avez l'impression que c'est un énorme bazar, qu'il y a des gens qui glandent les mains dans les poches, que d'autres sont en train de faire n'importe quoi. Ce n'est pas le cas. C'est comme un match de rugby. C'est du damage control resuscitation. On n'a pas parlé de plasma, on n'a pas parlé de plaquettes, on n'a pas parlé d'odds ratio ou de méthodologie statistique. On a parlé d'un protocole d'entraînement, de moment. Vous voyez, ce qui vous paraissait être un immense bazar, en fait, est un plan d'accueil des blessés, dans lesquels chacun a sa place, chacun a son rôle. Ceux qui ne bougent pas parce qu'ils attendent de recevoir un ordre donné à haute voix. Et ils savent le faire parce qu'ils se sont entraînés, comme cette équipe qui s'entraîne à vide avant de recevoir ses blessés, toujours à l'hôpital militaire de campagne. On peut même le faire plus en avant et faire ce qui est à la mode d'appeler maintenant, encore un anglicisme, du Crisis Resource Management,
initialement du Cockpit Resource Management en aéronautique, du Crew Resource Management pour la NASA, qui est devenu du Crisis Resource Management en médecine. C'est ce que font ces médecins anesthésistes, chirurgiens, réanimateurs, brancardiers, infirmiers anesthésistes, qui constituent l'équipe qui va être projetée d'ici quelques semaines à la Shemsekaya. Ils s'entraînent, ils sont confirmés, mais néanmoins, ils s'entraînent. Donc, il s'agit bien, non pas d'avoir présenté la partition, mais il s'agit d'avoir fait ses gammes pendant des heures, des jours et des semaines. Je ne peux pas m'empêcher de terminer sur un petit mot, et je suis content d'avoir entendu le général de Saint-Julien parler du garrot. Vous voyez ici un magnifique garrot tactique, tel qu'il est distribué, que tous les soldats modernes en ont sur leur pactage et apprennent à se le mettre tout seul, tel que vous le voyez faire. Et bien finalement, le Damage Control Resuscitation ou le Damage Control Surgery, peu importe qu'on parle finalement de réanimation ou de chirurgie. La plupart des études que je vous ai montrées étaient publiées par des chirurgiens nord-américains. Peu importe qui fait, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire. Et finalement, on peut même imaginer que le Damage Control Surgery, comme le Damage Control Resuscitation, eh bien ça commence bien avant d'arriver au service d'accueil urgence. Chez les Américains, on va encore donner dans l'anglicisme, ça s'appelle le TCCC, le Tactical Combat Casualty Care, a combination of good medicine and good tactic. Dans le service de santé des armées, ça s'appelle du secourisme de combat, en général, donc on va pouvoir sortir d'un anglicisme, du secourisme de combat, qui est soit du secourisme de niveau 1, ce que ça sait faire chaque combattant, les anglo-saxons appellent ça care under fire, nos soldats sont recyclés tous les 6 mois, soit du secourisme de niveau 2 ou de niveau 3, les anglo-saxons appellent cela tactical field care, soit franchement du secourisme de niveau 3, et il s'agit d'evacuation care. Donc finalement, le concept de Damage Control Resuscitation est un concept très vaste, commençant dès le terrain. Et finalement, pour conclure, je reprendrai bien cette phrase de quelqu'un qui ne faisait pas de médecine mais qui connaissait bien la guerre, Napoléon Bonaparte, qui disait que la guerre est un art simple et tout d'exécution. Et bien finalement, il en va exactement de même pour le Damage Control Resuscitation. Je vous remercie de votre attention. Bien, Monsieur Hosset, merci beaucoup, en tout cas aussi pour cette analyse critique de la littérature tout à fait pertinente. Hein. Vous nous avez apporté beaucoup de conclusions édifiantes. Monsieur Lenoy, vous avez la parole. Merci, j'ai aussi beaucoup apprécié votre exposé. Là, je vais parler en chirurgien civil et de notre expérience de la triade que vous avez évoquée. Pour nous, chirurgiens civils, où il n'y a pas le problème de la pleine guerre, ce qui compte aussi pour lutter contre la triade, c'est la fermeture de l'abdomen, dont vous n'avez pas parlé. Et pour nous, c'est vraiment un geste très important, la fermeture temporaire même parfois de l'abdomen. Je pense par exemple au trauma du foie, par exemple, qui arrive avec la situation que vous évoquez. Au besoin, on ferme temporairement l'abdomen avec des pinces à champ, etc., pour pouvoir réchauffer facilement le malade. Et en transplantation, on a très souvent ces problèmes de coagulopathie. Il nous arrive quelquefois d'opérer des malades, notamment les hépatites fulminantes, on a 0 facteur de coagulation. Bon, on attend d'abord que le foie se remette à marcher, mais aussi, si on veut que le malade se réchauffe, il faut fermer le plus vite possible le malade. Alors, je m'en voudrais beaucoup de vouloir donner un avis sur la chirurgie. Ce n'est pas mon métier. Malgré tout, ce que je vois faire, soit sous mes yeux lorsque je suis anesthésiste, soit lorsque je vois rapatrier d'autres théâtres, des gens opérés ailleurs, c'est malgré tout, il semble très difficile à mes confrères chirurgiens traumatologiques de fermer l'abdomen. Je ne pense pas qu'ils ne ferment pas l'abdomen par paresse ou juste pour être désagréable avec moi, mais tout simplement parce que les dégâts sont tellement importants et les patients très très graves que nous avons réanimés prennent très facilement 10 à 15 kilos pendant les premières heures, 10 à 15 kilos de liquide extracellulaire pendant les premières heures de réanimation. Et ce que j'observe, sans pouvoir porter de jugement critique sur la question, c'est que la plupart du temps, ils ne ferment pas l'abdomen. Alors, ils n'utilisent plus le système de Bogota-Bag que j'ai vu décrire autrefois, mais ils appliquent dessus un pansement à pression négative
et le patient sera repris secondairement. Et j'ai vu fréquemment des patients dont on fermait l'abdomen plusieurs jours, voire plusieurs semaines pas très souvent, mais en tout cas plusieurs jours après le traumatisme initial. Une intervention encore. Ne pas fermer l'abdomen, c'est comme ne pas fermer la peau dans un syndrome de loge aiguë, hein, pour nous, dans la chirurgie des membres. C'est l'hyperpression. Je le vois faire très souvent aussi. Donc on laisse ouvert, voilà. Pour éviter le syndrome Et on de ferme compression secondairement. compartimentale. François Ponce. Merci à Sylvain Merci beaucoup. Haussé.